l'esprit grenoblois. RKS Reportage. Aujourd'hui, direction le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, le CHUGA, au sein de l'unité Couple Enfant, pour s'intéresser à un enjeu majeur de santé publique, le repérage précoce des troubles du spectre de l'autisme. En France, le diagnostic intervient encore souvent tardivement, généralement entre 4 et 6 ans, alors même que les premières années de vie sont déterminantes dans le développement de l'enfant. Alors comment mieux identifier les premiers signes et comment la recherche et les nouvelles technologies peuvent-elles aider les professionnels de santé à intervenir plus tôt? Pour en parler, nous rencontrons la professeure Stéphanie Biolac-Rogier, psychiatre au sein du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Avec elle, nous allons découvrir le projet Pélargos, développé par BNA Biomédical, qui explore les apports de l'intelligence artificielle à la recherche clinique en autisme. Stéphanie Biolac, je suis professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Grenoble-Alpes. Je suis également chercheur au LPNC, donc j'ai une spécificité notamment dans les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire tout ce qui est trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et le trouble du spectre de l'autisme et notamment les troubles du sommeil en lien avec les troubles du neurodéveloppement. Des troubles du neurodéveloppement qui doivent être diagnostiqués de manière précoce car dans les premières années de vie, le cerveau de l'enfant est encore en plein développement et particulièrement malléable. C'est une période clé durant laquelle les interventions peuvent avoir un impact majeur sur les apprentissages, la communication, mais aussi les interactions sociales. Il faut se dire que le trouble du spectre de l'autisme, c'est à peu près 1% des enfants en population générale, donc c'est quand même un trouble assez fréquent et il n'y a pas un autisme, mais des autismes. Ce qu'on sait à l'heure actuelle de l'autisme, c'est qu'on a des symptômes précoces avant l'âge de 1 an, mais on devrait faire le diagnostic de façon un petit peu systématique avant l'âge de 18 mois, 2 ans, alors qu'en France, à l'heure actuelle, le diagnostic est posé en moyenne avant l'âge de 5 ans, plutôt autour de 4,9 ans. Donc on a un vrai retard diagnostique en France avec, la majorité des enfants qui sont plutôt diagnostiqués en moyenne section de maternelle. Et ce qu'on sait de ce qui va fonctionner, entre guillemets, le mieux chez les enfants avec autisme, ce sont les interventions précoces. Les interventions précoces, ce sont donc des techniques qui vont solliciter la communication, les interactions sociales chez les enfants et notamment avant l'âge de 3 ans qui, au moment où on a une plasticité cérébrale, ça veut dire qu'on arrive encore, entre guillemets, à modifier les synapses, les neurones. L'idée vraiment d'un diagnostic précoce, c'est de pouvoir modifier les trajectoires développementales, l'évolution de ces enfants et de ces familles. On n'a pas de traitement médicamenteux à ce jour concernant le trouble du spectre de l'autisme. Et ce qui est important, c'est de pouvoir poser un diagnostic précoce pour pouvoir intervenir de façon précoce. En réalité, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'est jamais trop tôt. La volonté est donc très claire, mieux comprendre et surtout mieux repérer le plus tôt possible les signes précoces des troubles du spectre de l'autisme. Mais concrètement, en quoi consiste le projet Pélargos? Quels sont ses objectifs et comment l'intelligence artificielle peut-elle venir soutenir le travail des chercheurs et des cliniciens? Le projet Pélargos est un projet qui a pour objectif de pouvoir aider à un diagnostic précoce des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. L'idée donc de ce projet Pélargos, c'est de reprendre des données chez des enfants chez qui on a posé un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. On reprend les échographies des mamans, la 2e et la 3e échographie, et les données de l'accouchement et sur les 2 premiers jours de vie. L'idée, c'est de pouvoir développer un modèle d'intelligence artificielle, donc entre guillemets de facteurs de risque de troubles du spectre de l'autisme, et on compare ces données avec des enfants à développement typique. Donc ce qu'il faut en réalité pour pouvoir participer au projet Pélargos, c'est avoir des enfants qui sont nés
dans la même maternité. Et donc ce qu'on fait là au CHU de Grenoble, c'est que l'on prend des enfants qui ont été diagnostiqués de troubles du spectre de l'autisme, qui sont nés à la maternité du CHU, et entre guillemets, on les apparie avec des enfants à développement typique qui sont nés aussi au CHU de Grenoble. Donc l'idée vraiment, c'est de constituer à partir des données de la vie intra-utérine et du déroulement de l'accouchement et des premiers jours de vie, des données chez des enfants avec autisme versus des enfants sans autisme. Vous l'avez compris, l'objectif du projet Pélargos est de justement mieux repérer les signes précoces de l'autisme afin d'accompagner les enfants le plus tôt possible. Mais aujourd'hui encore en France, le diagnostic des troubles du spectre de l'autisme reste souvent tardif et complexe à poser. Alors pourquoi est-il parfois si difficile d'identifier ces troubles précocement ? C'est un débat qui sollicite beaucoup en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. C'est vrai que en France, le milieu psychanalytique a été très important. On a mis, entre guillemets, un petit peu de temps à appréhender le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme comme un trouble avec plusieurs facteurs, une vulnérabilité génétique, des facteurs biologiques, de la vie intra-utérine, de comment se passe l'accouchement. Bien sûr, des événements de vie également, alors que le courant psychanalytique mettait en lien l'autisme avec des relations mère-enfant précoces extrêmement délétères. Autre question qui revient régulièrement dans le débat public, observe-t-on aujourd'hui davantage de troubles du spectre de l'autisme et certains facteurs de notre environnement, comme l'exposition précoce aux écrans par exemple, peuvent-ils jouer un rôle dans leur développement ? Sur ce sujet est souvent débattu, la professeure Stéphanie Biolac-Rogier nous apporte son éclairage. C'est vrai que quand on regarde la littérature, on voit que sur les dernières années, on a une augmentation de l'épidémiologie de la prévalence du trouble du spectre de l'autisme. Alors, tout d'abord, c'est que c'est mieux diagnostiqué. Donc c'est aussi pour ça, c'est mieux repéré. Les écrans ne créent pas l'autisme. À l'heure actuelle, les données qu'on peut avoir sur les écrans et sur une mise des enfants très précocement devant les écrans, c'est essentiellement au niveau du retard de langage. Les écrans ne créent pas non plus le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Les données de la littérature robuste montrent uniquement un retard de langage. Néanmoins, il est très important d'apprendre aux parents à utiliser correctement les écrans, et les écrans ont un effet délétère sur le comportement, sur le sommeil de l'enfant, mais entre guillemets ne créent pas de pathologie et ne créent pas de troubles du neurodéveloppement. Dans les troubles du neurodéveloppement, on a vraiment une composante biologique, une composante génétique, et ce n'est pas les écrans qui créent les troubles du neurodéveloppement. Au-delà du diagnostic et de la recherche, les troubles du spectre de l'autisme ont aussi un impact très concret sur la vie quotidienne des enfants concernés et de leurs familles. Alors comment se construit le quotidien de ces enfants et quels sont les défis auxquels leurs proches doivent-ils faire face au jour le jour ? C'est un peu compliqué d'avoir une description de l'enfant avec autisme parce que vraiment il y a des autismes. Dans la définition du trouble du spectre de l'autisme, donc ce sont des personnes qui ont des difficultés en termes de communication, en termes d'interaction sociale, en termes de comportement répétitif et d'intérêt restreint. Mais dans les populations de sujets avec autisme, on va avoir des patients de haut niveau qui vont pouvoir avoir une scolarité classique et avoir accès à des études supérieures. Et on va avoir des patients qui vont être non-verbaux, qui n'ont pas accès au langage et qui doivent être dans des institutions spécialisées. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a un véritable retentissement sur les familles, sur la qualité de vie. Donc c'est très important de pouvoir prendre en charge précocement et donc d'avoir un diagnostic précoce. Mais alors, lorsque les premiers signes apparaissent, vers qui se tourner et comment s'organise concrètement le parcours pour obtenir un diagnostic ? Quelles sont les démarches à suivre et les différentes étapes pour parvenir à un repérage puis à une évaluation plus approfondie ? La professeure Stéphanie Biolac-Rogier nous explique. Nous, à l'hôpital Couple Enfant, on n'est pas une unité où on va accueillir en
première intention. Il y a maintenant depuis plusieurs années ce qu'on appelle les PCO, les plateformes de coordination et d'orientation. Et il y en a une donc à Grenoble, les 0-6 ans et 7-12 ans, où quand les parents, les médecins généralistes ont des inquiétudes sur le développement de l'enfant, le médecin généraliste adresse ces enfants à la PCO. Et c'est la PCO qui peut, dans ce cas-là, démarrer une prise en charge, poser un diagnostic. Et en réalité, nous, dans le service, on va intervenir essentiellement plutôt en 2e ou en 3e ligne sur des situations complexes. En réalité, nous, on fait essentiellement des situations complexes. Alors, nous, on a plutôt une spécificité autour du TDAH et à Grenoble, au centre hospitalier Alpes Isère, il y a le CADIPA qui est spécialisé dans le TSA, dans les situations complexes. Autre trouble du neurodéveloppement dont on parle beaucoup ces dernières années, le TDAH, pour trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Comment se manifeste-t-il et comment est-il identifié chez l'enfant ? Le TDAH, c'est alors un trouble plus fréquent que l'autisme, c'est 5% des enfants d'âge scolaire, ça veut dire à peu près un enfant par classe. Ce sont des enfants qui vont présenter une hyperactivité, une instabilité psychomotrice, des difficultés d'attention, de concentration et également une impulsivité avec une impulsivité émotionnelle, des difficultés à attendre. Bien évidemment que quand on prend ces symptômes au cours du développement, on a des difficultés d'attention, on a une instabilité. Mais ce qui se passe dans le TDAH, c'est que l'intensité et la sévérité des symptômes font qu'il y a un retentissement sur le fonctionnement du sujet. Et pour poser un diagnostic, il faut qu'il y ait un retentissement dans au moins 2 domaines, c'est-à-dire l'école, la maison et dans les interactions sociales. Donc, je ne peux pas être TDAH qu'à l'école, je ne peux pas être TDAH qu'à la maison. Il faut au moins que, entre guillemets, je sois TDAH à l'école et à la maison, ou avec les copains, dans au moins donc 2 environnements dans lesquels évolue l'enfant. Autre interrogation fréquente chez les parents comme chez les professionnels, les liens possibles entre différents profils ou troubles du neurodéveloppement. Par exemple, le TDAH peut-il être associé à un haut potentiel intellectuel ou émotionnel ? Ces profils peuvent-ils se croiser ou encore se confondre ? La professeure Stéphanie Biolac-Rogier nous apporte des éléments de réponse. Le haut potentiel intellectuel, tout d'abord, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas dans les classifications des maladies. Et HPI, j'ai envie de dire que c'est un chiffre. Ce qui est important, c'est le fonctionnement du sujet dans son environnement. On sait que chez les enfants avec TDAH, chez les enfants avec TSA, on va avoir des particularités sensorielles, on va avoir une dysrégulation émotionnelle. Chez les enfants avec TDAH, par exemple, quand on va faire des QI, on peut objectiver qu'ils ont, entre guillemets, des QI qui sont, on va dire, hétérogènes. Cela veut dire que dans certains subtests, ils sont bons, voire très bons. Et puis, ce qui va être la mémoire de travail ou bien la façon de se concentrer, là, ils vont avoir des difficultés. Mais il me semble très important de distinguer les troubles identifiés dans les classifications. Bien sûr, d'un point de vue caricatural, on peut dire que nos neurones et notre cerveau, il ne connaît pas les classifications, mais il faut faire un petit peu attention à ce qu'on raconte. Avant de conclure ce reportage, il est important de rappeler une chose essentielle. Il n'existe pas de seuil unique de quotient intellectuel ou d'autres mesures pour déterminer si un enfant est HPI, HPE, atteint de TDAH ou présente des troubles du spectre de l'autisme. Les informations simplifiées ou erronées que l'on peut parfois lire sur les réseaux sociaux sont donc à prendre avec prudence. La professeure Stéphanie Biolac-Rogier conclut en soulignant qu'un accompagnement spécialisé est disponible au CHU de Grenoble, notamment pour le TDAH, afin d'aider les enfants et leurs familles au quotidien. Ce qu'on a vraiment développé au sein du service, on sait que le retentissement au niveau familial du TDAH est très important et on a développé des groupes pour les parents
d'enfants avec TDAH et donc on a mis en place différents types de groupes et même si, entre guillemets, les enfants ne sont pas pris en charge à l'hôpital, eh bien ils peuvent accéder à ce type de groupe. Et puis peut-être, puisque l'objectif premier de cette interview c'était le projet Pélargos, c'est de se dire que si vous avez un enfant qui a un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme et qu'il est né à la maternité, vous pouvez dans ce cas-là nous contacter sur le mail pelargos@chu-grenoble.fr. Merci à tout le monde. Merci à vous, professeur Stéphanie Biolac-Rogier. On rappelle que vous êtes psychiatre au sein du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Grenoble et que vous contribuez chaque jour à améliorer le repérage et l'accompagnement des enfants présentant des troubles du neurodéveloppement.